Alors, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc, cette petite intervention rapide pour en fait évoquer le cas des élections européennes, d'accord, les élections parlementaires européennes. Comme vous le savez, demain, ce sera bien sûr jour de vote et certainement on aura les résultats très tard dans la nuit. Alors, mon nom est François Ablé, je suis responsable de la structure éducative et informative du GSTA, donc Global Structured Academy, que vous retrouvez d'ailleurs sur les différents sociaux, les différents réseaux sociaux, pardon, donc réseaux sociaux avec Facebook, YouTube et puis Twitter et également les autres médias alternatifs. Donc, vous pouvez nous écrire et ou nous envoyer des messages directement par email, c'est-à-dire contact@ globalstrader.com ou alors nous envoyer directement un message avec la messagerie Facebook ou aussi écrire en commentaire en dessous de nos vidéos YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à souscrire à cette chaîne, donc la page officielle Facebook ou alors la chaîne officielle YouTube qui est GSTA, Global Structured Academy, pour donc nous suivre et voir également nos interventions et tout le contenu que nous mettons à votre disposition. Voilà. Alors, pour revenir rapidement sur les élections, on va dire, parlementaires européennes, d'accord? Ce sont des élections importantes. Maintenant, bon, il ne faut pas non plus penser qu'il y aura vraiment des grandes choses sur les marchés. Certainement, il y aura peut-être quelques petits mouvements qu'on peut exploiter. Nous, en tant que traders, notre rôle n'est pas de s'attarder sur les événements politiques liés à ces enjeux-là, à ces élections, mais plutôt on va dire les conclusions qui vont arriver, bien sûr, de ces résultats et donc comment est-ce que les marchés vont interpréter, d'accord? Et en fonction, nous allons réagir par rapport à ces interprétations, d'accord? Donc, il y a deux enjeux. Il y a d'abord des enjeux politiques qui sont tenus par, bien sûr, l'Angleterre, d'accord? Donc, la Grande-Bretagne, avec aussi l'Italie. Ça, c'est du côté politique. Et puis, on a aussi du côté économique. D'accord, côté économique, donc qui concerne plus l'Allemagne, avec bien sûr on va dire le poste de la Banque centrale européenne, parce que si vous souvenez, ou bien pour ceux qui ne se souviennent pas, Angela Merkel, je crois en mars 2018, avait laissé savoir qu'elle souhaitait avoir un Allemand à la tête de la Banque centrale européenne après la fin du mandat de Mario Draghi qui va prendre, qui sera lieu officiel à partir de fin septembre 2019, d'accord? Et le nom de Jens Weidmann qui a été beaucoup évoqué, a beaucoup circulé pendant cette période-là, d'accord? Mais pour le moment, ça n'a pas été encore statué, on ne sait pas qui va être, on va dire, qui va succéder à Draghi. Les Allemands souhaitent que ça soit un de leurs parce que vous savez que l'Allemagne n'a jamais caché son souhait ou disons son avis concernant la politique monétaire qui était appliquée dans la zone euro, où elle voulait vraiment découdre avec cette politique monétaire accommodante qui était appliquée par Mario Draghi. Et en choisissant un Allemand, et c'est pour une façon de montrer qu'elle veut en fait un euro qui sera plus fort. D'accord? Donc le biais au niveau du choix de la personne qui va remplacer, qui sera la BCE, on va dire le biais est plutôt soutenu de façon positive pour l'euro, d'accord, sur le long terme, d'accord. Au niveau du côté politique, bien sûr, vous avez le cas de l'Italie qui divise avec le parti Lega Nord, le parti aussi le parti de l'extrême droite, d'accord, avec les Matteo Salvini et tout ça. Donc, ils sont bien sûr tous membres de leur parlement respectif, membres du Parlement européen. Donc, certains vont chercher à accéder comme députés européens pour faire passer des lois afin d'influencer, en fait, une sorte de lobby ou de pression pour pouvoir amener une politique intérieure dans leur pays respectif qui peut découler, d'accord, on va dire indirectement au niveau du Parlement européen comme débat, d'accord. Il y a certains pays qui sont aux alentours qui vont jouer un peu le rôle de neutralité ou d'arbitre pour conserver certains acquis de l'establishment, d'accord, donc c'est-à-dire les politiques dites classiques qui regroupent en fait la Hollande, la France et puis certains pays européens, d'accord. Donc, ceux qui sont eurosceptiques
vont chercher à contrôler, à rentrer disons, à l'Assemblée parlementaire européenne pour susciter ces questions-là afin de pouvoir statuer clairement et puis avoir bien sûr une vision claire. Et ça peut se répercuter bien sûr sur les marchés comme vous le savez parce que le fait d'avoir un euro, le fait que l'Italie ait évoqué souvent qu'elle souhaitait sortir de l'euro, d'accord, elle avait critiqué avec justement les questions d'immigration entourant cette question, avait bien sûr fait peur au marché dont l'euro également avait été aussi bousculé, d'accord? Alors, donc, côté politique, Italie avec bien sûr tout ce qui est question d'euroscepticisme et tout ça. Après, vous avez aussi pardonnez-moi, la Grande-Bretagne avec bien sûr le débat sur le Brexit. Donc vous savez que récemment, Theresa May a donné sa démission, hein, on l'a vu, était en larmes. Theresa May a donné sa démission pour le 7 juin et concomitamment, le nom de Boris Johnson a circulé, a été même prononcé par le président américain qui a fait savoir que Boris Johnson restait un candidat assez intéressant pour le poste de Premier ministre pour succéder à Theresa May. N'oubliez pas aussi que Boris Johnson a été un fervent, un farouche, on va dire, opposant au plan de Theresa May. Il a même été parmi les premiers qui ont démissionné, on va dire, du groupe on va dire des parlementaires qui, on va dire, qui étaient chargés sur ces questions-là de Brexit avec Theresa May, d'accord? Et il était aussi avec Dominique Raab, qui était ancien ministre d'État et ministre d'État, ministre du logement et de leur politique, gouvernementale, je crois. Donc, ce sont des personnes qui étaient, on va dire, favorables pour un hard Brexit, d'accord? Mais qui n'aimaient pas, bien sûr, la façon, la feuille de route de Theresa May. Et ces gens-là sont membres du Parlement européen, donc vont chercher certainement à intégrer ou à placer leurs pions aux alentours donc, de cette structure démocratique, c'est l'Assemblée parlementaire européenne, de sorte à pouvoir exercer des pressions pour se faire entendre, pour faire entendre leur position politique, leur choix politique, d'accord? Et ça, bien sûr, ça aura des répercussions sur l'euro, donc la valeur de l'euro, mais surtout aussi des répercussions sur le GBP USD, d'accord? Donc la livre sterling contre au dollar. Alors, si on jette un coup d'œil au niveau, normalement, au niveau de l'euro-dollar, il ne devrait pas avoir de grandes surprises. Hein, il ne devrait pas avoir de gros de bousculades, on va dire, massives là-dessus. Moi, personnellement, je suis acheteur de long terme sur l'euro, aux alentours des c'est-à-dire à partir des 1,08, 1,09, c'est à ces niveaux-là que je vais chercher maintenant à avoir les stratégies haussières. Pourquoi le 1,09? Parce que 1,09, 1,08, si vous vous souvenez, c'était ici, à partir de janvier 2017, où la Banque centrale européenne commençait à évoquer clairement ses envies d'arrêter le QE, donc c'est-à-dire où on proclamait bien sûr la fin ou l'arrêt, d'accord, du QE. Et donc l'euro a commencé à s'envoler à cette période. Donc c'est à partir de là que les deals, on va dire les deals au niveau des marchés financiers sur l'achat de l'euro devraient se faire. Donc acheter l'euro en dessous de ces niveaux-là serait très judicieux. Donc moi, en ce qui concerne donc l'euro, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. C'est sûr que au niveau de aussi le spread Italie BTP Bund ou Bund BTP, donc on peut le regarder ici. Si je mets donc voilà le spread, allez spread Italie, d'accord, IT 10 ans. Ok, et Allemagne, d'accord, donc DE10T, voilà, donc le spread, le spread BTP Bund, d'accord, voilà, et on le compare bien sûr avec l'eurodoll, donc parce que ils sont très corrélés, surtout sur des questions politiques, hein. On peut voir que au niveau de la tendance de fond, ça reste quand même quasiment presque assez nettement, on va dire, ça évolue plutôt dans le même sens, d'accord? Mais avec bien sûr les résultats qui vont être proclamés, donc les partis qui vont
qui vont être majoritairement représentés à l'Assemblée parlementaire européenne, on va avoir bien sûr des décalages et donc des mouvements pourront venir. Pourquoi le BTP-Bund? Parce que vous savez, les gérants de fonds, les hedge fund managers européens, bien sûr, ont de gros placements, de gros actifs, des dettes obligataires, donc représentées par bien sûr des options et des contrats futurs, donc avec des échéances de court et moyen et long terme aussi. Donc par rapport à la situation politique qui sera en Europe, ils vont chercher à diminuer bien sûr la taille de leur position. Donc cela peut amener donc le marché à avoir des contractions, donc une diminution brusque de tout ce qui a été collecté comme on va dire comme instrument de produits dérivés sur le marché obligataire, peut amener bien sûr la valeur de l'euro soit à s'apprécier et donc à faire diminuer la valeur des bons obligataires, ou vice versa s'ils considèrent que bien sûr c'est un ordre politique qui les arrange. Donc c'est-à-dire qu'ils vont peut-être anticiper que ceux qui ont intégré cette nouvelle coloration politique vont pouvoir favoriser une politique qui leur permettrait d'accumuler plus de dettes et donc d'avoir un euro à moindre coût. D'accord? Donc, BTP euro, BTP Bund, corrélation avec l'euro, ça serait à suivre concernant les résultats de l'élection. Au niveau du GBP USD, attendez que je le trouve, GBP USD, il est ici, voilà. Donc, je vais supprimer ça. Donc, GBP USD, lui également, il est en train de chercher il est en phase de stabilisation. On a bien vu ici que, si je prends bien sûr la flèche, on a vu ici donc une accélération depuis septembre 2016. Après ça, on a eu une correction majeure. On est en phase de stabilisation, d'accord? Donc, on attend simplement de casser, pardonnez-moi, on attend de casser certainement le niveau des 1,27, d'accord? Si on casse 1,27, c'est pour aller chercher bien sûr la zone ici des 1,20, d'accord? 1,27, n'oubliez pas, c'est un niveau qui est très suivi, d'accord? C'est un niveau critique au niveau qui est en fait pricé par les traders de la Libye, les traders les pound traders, concernant bien sûr l'événement politique du Brexit, d'accord, qui vous savez que récemment Theresa May avait déjà même évoqué la possibilité d'un second référendum. Un second référendum, on va dire, est souvent interprété par le marché comme une sorte de négociation vers un soft Brexit, d'accord? Donc un Brexit, on va dire, moins douloureux que celui qui était annoncé auparavant. Donc cela aura un impact à la baisse sur, on va dire, sur le GBP-USD et donc fait pousser le FTSE à la hausse. Par contre, un Brexit agressif ou violent, ou un hard Brexit, est synonyme donc de propulser le GBP-USD vers les sommets. Donc, ça sera à suivre. Et en ce qui concerne donc, le GBP-USD, on risque d'avoir également des mouvements à venir. Ces mouvements aussi peuvent se traduire par une sorte de corrélation de l'euro-dollar par rapport au GBP-USD parce que de façon politique, vous savez que l'Europe et la Grande-Bretagne ont eu beaucoup de difficultés actuellement avec les questions au niveau de l'Union européenne. Macron qui était un peu, le président français Emmanuel Macron qui était un peu considéré comme le chantre de l'euro-union, et puis certains députés non seulement italiens qui tiraient sur les questions d'immigration, et puis également certains parlementaires, on va dire britanniques, qui évoquaient bien sûr la possibilité d'accélérer avec le dossier de la sortie de la zone euro, d'accord? Donc on peut voir donc de manière politique on va dire une répercussion. Je cherche l'euro-dollar pour mettre la comparaison. Voilà, bon, je vais prendre celui-là. Vous voyez, donc on a bien sûr donc on peut voir clairement ici que l'euro-dollar et le GBP-USD sont corrélés au moins à 80%. On voit bien que les mouvements se suivent, hein. C'est quasiment c'est très intéressant sur le long terme de voir à quel point lorsque les pentes sont quasiment inclinées quasiment de la même manière. On voit bien sûr
la zone de range ici qui s'est faite, voilà, au niveau de l'euro, assez similaire d'ailleurs avec celle de, voilà, de l'euro et puis du GBP. Et après, on a vu également une déconvenue ici, voilà, avec bien sûr le mouvement qui a eu plutôt un retard et qui s'est transformé en un mouvement acheteur, donc une divergence à ce niveau-là. Et là, on est en train bien sûr de pouvoir chercher à suivre, dépendamment du résultat qui va être diffusé, si on va dire à l'Assemblée, il y aura plus une majorité d'eurosceptiques par rapport à ceux qui veulent, on va dire, rester toujours dans l'Union européenne avec des garanties des deux parties, et tout le monde est content, ou alors avoir des gens qui sont vraiment prêts à en découdre et qui ont bien sûr, qui sont armés politiquement au niveau de la zone euro et donc chercher à contrôler. Alors, avant de finir, ce que j'aimerais dire, c'est que au niveau des textes de la zone parlementaire européenne, les pays ne peuvent pas être surreprésentés dans cette élection, d'accord? Au niveau des sièges, au niveau des différents portefeuilles ou bien des différents, on va dire, partis ou des différents instruments politiques ou économiques qui vont se partager dans cet ensemble européen, parce que il y a des non-dits et puis il y a des dits, donc les textes fondamentaux au niveau de la zone euro. Parmi les non-dits, c'est que on ne peut pas avoir la Banque centrale européenne, contrôler la Banque centrale européenne et être majoritaire également au niveau des décisions politiques à l'Assemblée parlementaire européenne, d'accord? Donc, ces pays-là vont se partager, soit peut-être l'Italie sera majoritaire politiquement, c'est l'exemple que je donne, et puis l'Angleterre sera majoritairement on va dire au niveau également des questions sur le Brexit, et puis on aura l'Allemagne qui va peut-être certainement contrôler la BCE. Mais un pays ne peut pas avoir non seulement être représenté politiquement et économiquement à l'intérieur de cette différentes zones. Donc ça serait vraiment intéressant à suivre. Au niveau de la France, bon, il n'y aura pas a priori d'impact majeur, même si l'arrivée du Front National, où on va dire la majorité du Front National, si ça arrive, peut amener, on va dire, des remous sur le CAC 40, puisque, comme vous le savez, c'est un parti qui a aussi des relents, un peu d'acquaintance avec l'extrême droite italienne, qui font partie des gens qui sont justement pour la sortie de l'euro et la création d'une monnaie individuelle, d'accord? Donc ça serait à suivre. Alors, merci encore d'avoir suivi cette petite intervention. On va suivre ça attentivement, très intéressant comme scénario à venir, mais surtout, n'oubliez pas, ne vous exposez pas, parce que ce sont bien sûr des faits politiques, hein, plus politiques qu'économiques, des résultats quand on parle d'élection, d'accord? Donc, ce n'est pas la peine de chercher à jouer des scénarios. Il faut juste attendre les résultats, voir comment le marché va digérer ces résultats, comment ils vont interpréter. Et ensuite, maintenant, nous allons établir des stratégies pour pouvoir réagir à ces informations-là, d'accord? Alors, merci, portez-vous bien, passez un bon week-end et on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. C'était donc François Ablé du Gesta Canada. Merci encore.